L'Arbrel, petite ville chargée d'histoire, qui est située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lyon, a toujours bénéficié d'une attraction particulière. Elle le doit probablement à son emplacement privilégié. Confluent de rivières, isolant et protégeant une presqu'île dominée par un rocher propice au refuge et à la défense, carrefour de deux vallées, inévitable voie de pénétration vers les monts du Lyonnais et du Beaujolais, longtemps passage obligé entre Paris et Lyon. Tous ces facteurs ont favorisé au cours des âges l'installation d'une population cosmopolite. Au cours de son histoire, l'Arbrel a vu naître, grandir ou mourir des personnages illustres. Nous avons choisi de vous en présenter 6 d'entre eux qui ont tous marqué, par leur empreinte, la vie politique, artistique ou économique de la France d'autrefois. C'est derrière la mairie, au début de l'avenue André-Lassagne, que l'on peut voir cette stèle qui lui est dédiée. Un établissement scolaire à l'Arbrel porte aussi son nom. Mais qui était André Lassagne ? André Lassagne est ce héros de la Résistance dont le combat pour la liberté s'est inscrit aux côtés de son chef et ami Jean Moulin, celui-là même qui a dirigé la Résistance sous les ordres directs du général de Gaulle. André Lassagne avait 4 enfants. Patrice et Praline Lassagne ont accepté de nous parler de leur papa. Mon père est né à Lyon le 23 avril 1911 et malheureusement il a été très tôt, à 2 ans, orphelin puisqu'il a perdu son père et puis il a passé sa jeunesse, une jeunesse très studieuse. Gisèle Femme, historienne de la Résistance et chargée de mission à la ville de Caluire, connaît bien l'œuvre et la vie de cet homme. Heureusement, c'était un garçon intelligent, qui réussit bien en classe, qui obtient une bourse et il s'oriente vers l'étude de l'italien. Alors, il envisage d'être professeur et il réussit très bien. Il obtient son accession donc, au poste de professeur. Il est nommé au lycée Chateaubriand à Rome, avant la guerre, puis il part faire son service militaire, où de sa personnalité se dégage déjà cette influence patriotique, puisqu'il a une croix de guerre aussi déjà, et puis ensuite, eh bien, il rentre, malheureusement il rentre à Lyon, et il continue, il décide de préparer l'agrégation, et ensuite, peu à peu, il est nommé professeur au lycée du Parc même. Les résultats sont là, et bien vite André grimpe dans l'échelle sociale. Ses convictions et sa détermination vont très vite l'emmener vers un chemin et une destinée hors du commun. Par ses convictions et puis ses idées, il est rentré en résistance. Il a commencé à créer lui-même un petit groupe de dissidents. Ils ont fait des caches militaires, caches de munitions, caches d'armes, filières d'évasion vers l'Espagne. Donc peu à peu, il a gravité dans ces petites actions militaires et il a rejoint le groupe de libération. Et là, tout en continuant des actions de type militaire, il a voulu faire de l'information, qui était capitale aussi pour agréger de nouveaux résistants. Eh bien, il a participé au premier numéro de Libération en juillet 1941. Il a très vite pris contact avec les réseaux et puis le général de Gaulle. Et d'ailleurs, il a entendu l'appel de Gaulle, il ne faut pas oublier, le 18 juin, il a entendu cet appel et il était humilié de cet armistice. Et très vite, il faut faire quelque chose. En novembre 1942, des Français filment, au péril de leur vie,
l'arrivée des troupes allemandes dans leur ville. Nous sommes à Lyon. Cette ville se trouve être devenue le cœur de la résistance, mais personne encore ne le sait vraiment. Le 11 novembre 1942, Klaus Barbie prend ses fonctions à Lyon. Il devient le chef de la Gestapo. Ses cibles, les Juifs et les résistants. Lyon occupée est le foyer de la résistance. Elle y a jeté ses bases, développé ses réseaux, mais personne ne le sait vraiment. Les états de service de Klaus Barbie se résument en une phrase, c'est un chasseur. Dès lors, Klaus Barbie et l'état-major de l'armée secrète, dont fait partie André Lassagne, vont se livrer dans l'ombre et à distance un combat qui restera dans l'histoire. Il travaille beaucoup au départ pour l'armée secrète, en étroite collaboration avec le général de Lestrin. Le 9 juin 1943, le général de Lestrin, chef actuel de l'armée secrète, est arrêté par la Gestapo à Paris. Jean Moulin demande alors à André Lassagne d'organiser de toute urgence une réunion de l'état-major de l'armée secrète. Il a organisé donc la réunion du 21 juin 1943 à Caluire qui faisait suite à l'arrestation du général de Lestrin, donc réunion qui s'est organisée d'une manière un petit peu rapide dans la maison du docteur Dougoujon qui était un ami de papa. Et depuis des mois, André Lassagne, que je voyais 2 ou 3 fois par semaine d'ailleurs, il était célibataire moi aussi, par conséquent nous ne nous gênions pas vis-à-vis l'un de l'autre. Il m'avait dit, dis donc, cette maison, elle est bien placée, il n'y a pas de vis-à-vis, et si on pouvait tenir des réunions là, mais ce ne serait pas souvent, ce serait très, très important. Et puis on la ferait pendant la réunion, on la ferait pendant ton cabinet pour ne pas attirer l'attention des voisins. Malheureusement, cette maison, c'était une souricière, hein, donc quand Barbie est arrivé, il a bloqué la place Castellane. La seule sortie possible, c'était par cette place. Police allemande! Vous tenez ici une réunion secrète interdite. Barbie a pris papa pour le fameux Max pendant un peu plus de 2 jours, donc lui a fait subir des traitements assez épouvantables. Où est Max? Anschellen. Où est Max? Los, schnell! Ensuite, ils ont tous été emmenés puis dirigés sur Fresnes, où notre père est resté pendant 8 mois avant de commencer le parcours des camps de concentration. Il a fait 5 camps ou prisons, hein, et des camps terribles. Struthof, bien sûr, mais aussi des prisons. Et puis, vous avez le camp de Grossrosen et le camp de Flossenburg. Il a terminé à Flossenburg. Flossenburg était un des pires camps, puisque de tous les Français qui sont partis, il en est revenu très peu de rescapés sortant de Flossenburg. Et puis, avant d'arriver dans ces camps, il a fait des trajets. En janvier 1945, sur un wagon libre, hein, sur un wagon en plein vent glacé, etc., ils étaient transportés de prison en prison et de camp en camp. Et là, il a pris des problèmes, il a pris une maladie pulmonaire, c'est cette maladie pulmonaire qui va l'emmener. Il a été délivré le 23 avril 1945. Il y est resté 15 jours de plus pour enterrer tous ses compagnons qui étaient là-bas. Ensuite, il est arrivé en France, revenu en France, avec des difficultés pour se faire reconnaître, puisqu'il s'était sauvé d'un précédent camp en se faisant passer pour un de ses compagnons italiens qui était agonisant. Il a donc pris sa place à l'infirmerie, et comme il parlait parfaitement l'italien, il a déliré en italien, ce qui fait que les Allemands l'ont pris pour cet Italien. Il a même été mis dans la charrette avec les cadavres, où il est resté pendant une nuit et une journée. Et il disait toujours, c'est la seule anecdote qu'il a racontée à notre mère, et il disait toujours que les cadavres, c'était vraiment très 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 lourd.
Après sa déportation, André Lassagne est diminué physiquement. Mais sa volonté d'aider la France est toujours intacte. Il n'avait plus qu'un demi-poumon, donc il a été obligé de faire 2 ans de sanatorium à Hauteville. Puis après ces 2 années de sanatorium, le général de Gaulle lui a demandé de le rejoindre dans la vie politique, au RPF à l'époque. Et c'est là qu'il est entré en politique. Il se présente comme candidat à la mairie de Lyon et il est élu. Il a préféré laisser sa place à Édouard Herriot en disant qu'il était jeune, qu'il avait la vie devant lui et que Édouard Herriot était un monsieur d'un âge et qu'il convenait de lui céder la place comme maire. Ensuite, il était premier vice-président du Conseil général et il a été élu sénateur. Sénateur en 1948. C'était un patriote, c'était un homme qui avait un idéal. C'est à Fresnes qu'on peut le décrire. Alors, à Fresnes, il n'a qu'une volonté, André Lassagne, c'est sauver son ami le docteur Dugoujon, faire libérer le docteur Dugoujon et faire libérer Lacaze, qui était son ancien professeur. Un altruisme total, jusqu'à se sacrifier. On aimerait tant avoir beaucoup d'hommes politiques comme André Lassagne. Malheureusement, il est mort très tôt, en 1953, dans les bras du docteur Dugoujon et de sa femme. Il avait épousé Jacqueline Lassagne, dont il a eu 4 enfants, et la dernière fille est née après son décès. Mais il est mort avec son ami Dugoujon, puis avec sa femme. Un an après le décès d'André Lassagne, âgé de 43 ans, son ami Édouard Herriot fera débaptiser le quai Saint-Clair en quai André Lassagne, en souvenir de son compagnon politique. Il était très ami avec Joseph Charvet depuis très longtemps, bien avant qu'il soit maire de l'Arbrel d'ailleurs. Et quand il était jeune, il jouait aux billes avec Monsieur Ferrière, l'ancien horticulteur. Et puis, il l'a revu après la guerre. Ils se sont vus très souvent à l'Arbrel. Et puis, Joseph Charvet, le jour de son enterrement, lui a rendu un hommage particulièrement émouvant aussi. Et nous avons gardé son témoignage. Le général de Gaulle a fait un télégramme personnel qu'il a envoyé pour le jour de son enterrement. Et après, ça a été complété par une lettre vraiment fantastique que ma mère a gardée et conservée précieusement dans les archives familiales. Il était très lié à l'Arbrel puisqu'il était très attaché à la famille. Il n'avait plus de famille à part sa mère et une tante. La tante Roche qui habitait l'Arbrel et qu'il visitait régulièrement. Il faisait le trajet Lyon-l'Arbrel en vélo le dimanche pour aller la voir. C'était pour lui un devoir familial. Donc il a ainsi noué des liens particuliers avec l'Arbrel et avec certains habitants de l'Arbrel. Il aimait bien la région. Il aimait beaucoup la région, je crois. Et c'est très bien qu'il ait pu être enterré dans le vieux cimetière de l'Arbrel.